Vendredi soir, dans un saloon bondé. La lumière des lanternes était ambrée et basse. Toutes les tables étaient occupées. L'air était lourd de tabac. Et de cette tension particulière des hommes qui ont bu assez longtemps pour ne plus être prudents. Un piano jouait quelque part au fond. Puis les notes se sont tues, une par une, jusqu'au silence complet. Personne ne se souvient exactement quand la musique s'est arrêtée, mais ils se souviennent du son qui l'a remplacé. Un point. Le visage d'une femme contre le mur. Le craquement a traversé la pièce. Comme le bruit de quelque chose qui n'aurait jamais dû se briser en public. Et puis, plus personne n'a bougé. 40 personnes étaient assises à ces tables. Des hommes qui avaient traversé des contrées difficiles. Des hommes qui en avaient vu d'autres. Des hommes qui portaient des armes à la ceinture et des raisons de s'en servir. Et qui, à cet instant, ont choisi de rester immobiles et de regarder. Elle était plaquée contre le mur de planche. Un clou s'était enfoncé dans son épaule, mais elle ne le sentait pas encore. Elle ne regardait pas l'homme qui venait de la frapper. Elle regardait au-delà de lui, au-delà des tables figées, au-delà du souffle suspendu de toute la salle. Elle regardait la porte qui s'ouvrait, l'homme qui est entré, celui que personne dans cette pièce n'attendait, celui dont le nom figurait sur un mandat d'arrêt avec un chapeau sombre sur les yeux. Il n'est pas entré rapidement. Il est entré comme un homme qui a déjà décidé de la suite des événements. Ses deux mains étaient visibles de tous. Ses gants de cuir sombre captaient la lumière ambrée des lanternes. Il s'est arrêté. Il a laissé la salle le découvrir. Et la femme contre le mur, dont le sang tachait le manteau, a fait quelque chose d'inattendu. Elle a plongé la main dans sa poche. Gardez cette image en tête. Nous allons remonter 3 semaines en arrière. Et quand nous reviendrons à cette scène, vous comprendrez exactement ce qu'elle cherchait. Et pourquoi c'était la chose la plus importante de toute la soirée. Avant d'aller plus loin, si c'est votre première fois ici, trouvez le bouton d'abonnement et cliquez dessus maintenant. Nous publions des histoires comme celle-ci chaque semaine. Et vous ne voudriez pas arriver en plein milieu. Et j'aimerais vous demander quelque chose avant de vous raconter la fin. Si vous aviez été assis à l'une de ces tables ce soir-là et que vous aviez vu cette scène sans que personne ne bouge, auriez-vous été le premier à réagir? Dites-le moi dans les commentaires. Je les lis tous. Maintenant, 3 semaines avant que cette porte ne s'ouvre. Saint-Louis, début octobre 1873. La ville sentait le fleuve et le commerce, c'est-à-dire une odeur d'eau boueuse et d'ambition, à part à peu près égale. Elisa Voss travaillait au magasin général Marshman et Fils depuis 6 ans. Pendant 4 de ces années, elle avait été commis de magasin. Elle avait appris le fonctionnement de l'entreprise comme on apprend les recoins d'une maison qui n'est pas la sienne. Où se trouve le poids? Où est la faille? Où ce qui semble solide est en fait soutenu par quelque chose d'invisible. Les 2 dernières années, elle tenait les vrais livres de compte. Elle concevait les bilans et résolvait les vrais problèmes. Ceux qui survenaient quand les chiffres des différents départements ne correspondaient pas à la fin du mois. Tout cela dans un arrangement où le nom sur la porte recevait le mérite et où elle recevait un salaire jugé correct pour l'époque, ce qui n'était pas un critère très élevé. Elle avait 31 ans. Elle avait enterré sa mère au printemps précédent. Elle n'avait donc plus de famille proche à Saint-Louis. Ses obligations s'étaient réduites à néant en 6 semaines. Ce n'était pas une femme portée sur les sentiments face aux circonstances. C'était une femme portée sur l'arithmétique des circonstances, ce qu'elle avait trouvé bien plus utile dans toutes les situations rencontrées jusqu'alors. La lettre de Jonas Reed est arrivée le mois même de la mort de sa mère. Elle avait été transmise par une agence matrimoniale. Une femme du magasin lui en avait parlé, sans vraiment la recommander. Jonas Reed, de Dodge City au Kansas, cherchait une épouse au caractère raisonnable et avec une certaine connaissance des questions pratiques. Il était éleveur. Il possédait 160 acres au nord de la ville. Sa maison était fonctionnelle et sa grange bien meilleure que la maison. Et dans son écriture, il y avait quelque chose qu'Elisa trouvait plus persuasif que n'importe quel sentiment. Il ne se décrivait pas comme un homme seul. Il décrivait la terre, le temps, l'état de ses clôtures et ce qu'il attendait de la récolte de l'année suivante. Elle a apprécié cela. Elle a répondu à la première lettre. Il a répondu à sa réponse. Ils ont échangé 4 lettres en 6 semaines. Dans la 4e, écrite la 2e semaine de septembre, Jonas a mentionné un nom, presque comme une observation secondaire, comme un homme mentionne un nuage d'orage qui n'a pas encore tourné, mais qu'il observe avec une attention qu'il n'a partagée avec personne. Le nom était Harlan Crew. Il l'a mentionné à propos du financement d'un équipement qu'il venait d'arranger. Et il l'a mentionné avec ce ton particulièrement neutre qu'un homme prudent utilise, quand il sait que quelque chose ne colle pas, mais qu'il ne peut pas encore identifier l'erreur. Elisa a classé ce paragraphe dans une partie spécifique de sa mémoire, séparée du reste de la lettre. C'était la partie où elle gardait les choses qui n'étaient pas entièrement résolues. En 6 ans de comptabilité, elle avait appris une chose. Une affaire non classée n'est pas rien. C'est une entrée qui attend que le reste de son contexte apparaisse. Elle a fait un seul sac de voyage. Elle a emporté un petit carnet en cuir que sa grand-mère appelait un quaderno, un mot venu d'une langue qui n'avait rien à faire au Kansas, mais qu'elle n'avait jamais pu remplacer par un équivalent anglais porteur du même sens. Le quaderno contenait ses chiffres de travail et ses entrées actuelles, et une discipline qu'elle cultivait depuis l'âge de 9 ans. Elle a emporté 2 robes, un canif à manches en os qui avait appartenu à son père, et une copie des comptes de Marchmont, dont le vieux Marchmont ignorait l'existence. Car elle avait appris très tôt qu'il ne faut jamais laisser l'unique copie de quelque chose d'important entre les mains de quelqu'un d'autre. Elle est montée dans la diligence à l'aube, le 15 octobre. Assise dans cette voiture en route vers l'ouest, elle regardait le Missouri céder la place à la géométrie plate du Kansas.
Elle ne savait pas que Jonas Reed était mort depuis 8 jours. Dodge City s'est annoncé par l'odeur avant de s'annoncer par la vue. Le bétail, la fumée de charbon. Et cette poussière sèche et particulière du Kansas qui se déposait au fond de la gorge, avec la permanence de quelque chose qui avait l'intention de rester. La diligence est arrivée un jeudi après-midi. Elisa est descendue avec son sac de voyage. Elle a cherché parmi les visages au dépôt un homme correspondant à la description de Jonas. Ce qu'elle a trouvé à la place, c'était un homme en costume gris, avec une chaîne de montre en or qui captait trop de lumière pour un jour si couvert. Il s'est présenté comme étant Harlan Crew. Il tenait son chapeau contre sa poitrine d'une manière conçue pour exprimer le respect, mais qui, au lieu de cela, communiquait le calcul. C'était une distinction que la plupart des gens ne saisissaient pas, mais qu'Elisa a perçue dans les 10 premières secondes. Il lui a dit que Jonas Reed était mort de la fièvre 9 jours plus tôt. Il a dit 9, bien qu'un calcul plus précis aurait donné 11. Et Elisa a noté cette divergence spécifique. Comme elle notait toutes les divergences, sans un mot, sans réaction visible, dans la colonne réservée aux choses sur lesquelles il faudrait revenir. Il a exprimé ses condoléances avec l'économie calculée d'un homme pour qui les condoléances étaient devenues une fonction professionnelle. Puis, sans pause, il a produit un document. Le document décrivait un prêt de 340 $, garanti par la terre de Jonas Reed, la propriété revenant à la Crew Land and Banking Company au décès de l'emprunteur sans héritier reconnu. Le tampon du notaire provenait du propre bureau de Crew. La signature était celle de Jonas Reed. La date sur l'acte de prêt était 2 semaines après la dernière lettre de Jonas, ce qui signifiait que lorsque Jonas avait écrit sur Harlan Crew avec ce ton si neutre, le document que Crew présentait maintenant n'existait pas encore. Quelque chose s'était passé entre la rédaction de cette lettre et son envoi. Quelque chose que Jonas n'avait pas anticipé ou n'avait pas eu le temps de régler. Elisa a lu le document 2 fois. Crew attendait avec l'expression d'un homme habitué à voir les gens lire des choses qu'ils ne sont pas censés comprendre, et puis hocher la tête. Elle n'a pas hoché la tête. Elle a posé 3 questions. Quel était le taux d'intérêt de l'acte? Qui avait été témoin de la signature? Et si le transfert de propriété était enregistré au registre du comté ou dans celui du bureau de Crew? Car ce n'étaient pas les mêmes institutions. Et tous deux, debout dans la poussière d'octobre, le savaient. Quelque chose derrière le visage de Crew s'est ajusté, pas son expression. Son expression est restée exactement là où il l'avait placée, quelque chose en dessous, comme le courant d'une rivière qui change quand le lit en dessous se modifie et que la surface ne l'a pas encore rattrapé. Il lui a dit que l'affaire était simple. Il lui a dit que son contrat de correspondance était invalide selon la loi du territoire du Kansas, après la mort de la partie contractante. Il lui a dit qu'il pourrait peut-être l'aider à se loger pendant qu'elle organisait son retour. Il possédait un hôtel, et il y aurait peut-être un travail de nettoyage temporaire, jusqu'à ce qu'elle règle ses affaires. Ce qu'il offrait, une fois dépouillé de toute courtoisie, était un espace confiné avec une chaise confortable à l'intérieur. Elisa a dit qu'elle devait y réfléchir. Elle l'a remercié d'être venue l'accueillir. Elle a traversé la rue jusqu'à la pension de famille avec son sac. Elle a payé 2 nuits d'avance avec ce qu'elle avait. Puis elle s'est assise sur le bord du lit et elle a analysé tout ce que Crew avait dit, dans l'ordre exact. De la même manière qu'elle analysait les colonnes qui ne correspondaient pas à la fin du mois. Méthodiquement, sans impatience, cherchant l'entrée qui n'avait pas sa place. Les chiffres ne collaient pas. Elle ne les avait pas encore tous. Mais elle en avait assez pour savoir qu'il manquait quelque chose. Et elle avait appris en 6 ans qu'une entrée manquante ne l'est jamais par accident. Il est arrivé de l'Ouest le 2e jour après l'arrivée d'Elisa. Et Dodge City a enregistré sa présence comme certaines villes enregistrent certaines arrivées. Une tension générale dans l'atmosphère. Des conversations qui baissaient d'un ton. Des regards qui se tournaient vers le panneau des avis de recherche devant le bureau du shérif, puis qui se détournaient avant d'être surpris. L'avis sur le panneau datait de 3 ans. Le nom était Cole Devereaux. L'accusation était agression et destruction de biens. La récompense était de 200 $, suffisante en 1873 pour être prise au sérieux, mais insuffisante pour attirer les chasseurs de primes sérieux. Les détails spécifiques de l'incident, quel bien, quelle agression, dans quelles circonstances, n'étaient pas décrits, car l'avis avait été rédigé dans un bureau local, avec un tampon local. Et les bureaux locaux de Dodge City, Elisa commençait à le comprendre, portaient souvent la même signature sur tous leurs documents. Cole Devereaux avait peut-être 38 ans. Il portait un chapeau à bord plat, baissé sur ses yeux, et un manteau sombre qui avait dû coûter cher autrefois, mais qui était maintenant juste fonctionnel. Et il portait une paire de gants en cuir, couleur feuille de tabac sombre, qu'il n'avait pas enlevé pour autant que quiconque dans la salle à manger de l'hôtel puisse en juger, ni à l'écurie, ni à l'abreuvoir, ni même quand il a levé sa tasse à une table d'angle de la salle à manger, à l'hôtel de Crew, où Elisa avait accepté le travail de nettoyage, parce qu'elle devait être à l'intérieur de ce bâtiment, et c'était le seul moyen légitime d'y entrer. Il l'a regardée une fois, pas comme un homme regarde une femme qu'il évalue au sens ordinaire, mais comme un homme regarde une femme dont il connaît déjà le nom, dont il a déjà examiné la situation, et sur laquelle il s'est déjà fait un avis qu'il n'a pas encore décidé de partager. Puis il a détourné le regard.
Elle a continué à travailler et a classé cela dans la même colonne, avec l'écart de jour, le tampon du notaire et le taux d'intérêt que Crew avait refusé de préciser. La colonne des choses qui n'avaient pas encore assez de contexte pour être comprises, mais qui, selon toute comptabilité raisonnable, n'étaient pas des coïncidences. Les livres de compte se trouvaient dans l'arrière-boutique de l'hôtel de Crew, dans une armoire fermée par un mécanisme identique à celui de la boîte à couture de sa grand-mère. Elle avait ouvert la serrure de sa grand-mère avec une épingle à cheveux à l'âge de 9 ans. Le processus n'était pas compliqué. La troisième nuit, cela lui a pris 6 secondes. Elle ne cherchait rien de spécifique. Elle cherchait la forme d'une anomalie, le genre de recherche que l'on mène quand on sait que quelque chose cloche dans le registre, mais qu'on ne sait pas encore quel fil tirer. Le registre de l'hôtel était ordinaire, agressivement, délibérément ordinaire. Le genre d'ordinaire qui demande de l'entretien pour perdurer, qui se manifeste par un excès de propreté. Mais au fond de la même armoire, derrière le registre de l'hôtel, il y avait un deuxième livre, plus petit, relié en cuir sombre, d'une qualité très proche de son quaderno, nota-t-elle, avec l'intérêt impartial qu'elle portait à la plupart des choses qu'elle remarquait. Ce n'était pas un registre d'hôtel, c'était un registre des transferts de propriété. 13 d'entre eux, sur une période de 11 ans. Chaque entrée avait la même structure, un nom, une description de la propriété, le montant du prêt, une date, une deuxième date et une cause. La colonne des causes avait été intitulée par Crew avec la précision bureaucratique et neutre d'un homme qui comprend que le langage ordinaire est une forme de dissimulation. Simplement, circonstances, fièvre, accident, cause inconnue, fièvre, noyade, accident, fièvre. 13 entrées, 13 noms, 13 transferts à la Crew Land and Banking Company, chacun finalisé entre 9 et 14 jours après la date de décès indiquée. Jonas Reed était la 14e entrée. La colonne de la date de transfert était vide. Elle a compris pourquoi elle était vide. Elle était arrivée par la diligence, avait lu un document 2 fois, posé 3 questions et refusé d'acquiescer. Elle avait introduit une variable qui n'était pas censée figurer dans le calcul. Elle n'a pas pris le livre. Le prendre aurait révélé sa découverte, et cette révélation aurait anéanti le peu de temps qui lui restait. Au lieu de cela, elle a fait ce qu'elle faisait avec tous les chiffres qu'elle n'était pas encore prête à utiliser. Elle les a transférés, entrée par entrée, dans son quaderno, de sa propre main. Les en-têtes de colonne, chaque date, chaque intervalle, chaque détail spécifique qu'elle pouvait saisir avant que la lampe ne s'éteigne. Elle a replacé le livre exactement comme elle l'avait trouvé. Elle a refermé l'armoire à clé et est retournée dans sa chambre. Elle s'est assise sur le bord du lit et a relu ce qu'elle avait écrit. Jusqu'à ce que cela s'organise dans son esprit, non pas comme une horreur, elle avait franchi ce seuil vers la 9e entrée, mais comme une preuve. 13 noms. Une récurrence assez régulière pour former une structure. Une structure assez cohérente pour avoir un auteur. Elle n'était pas la première femme que Crew s'attendait à traiter pour la 14e entrée. Elle était simplement la première à tenir ses propres comptes. Le 5e jour, le comportement de Crew a changé d'une manière que la plupart des gens n'auraient pas remarqué. Son visage affichait la même expression que toujours. Il la portait depuis si longtemps que ses muscles s'y étaient installés sans effort. Mais Elisa avait passé 6 ans à lire des hommes qui croyaient leur visage impénétrable. Elle a remarqué la pause d'une demi-seconde avant qu'il ne parle, la gestion délibérée de ses mains qui bougeaient librement la veille. Il trouvait des raisons d'être dans les pièces qu'elle nettoyait. Il posait des questions qui n'avaient rien à voir avec la gestion de l'hôtel. Si elle avait de la famille attendant une correspondance régulière, si elle avait déjà écrit à Saint-Louis, si elle trouvait Dodge City accueillante. Chaque question arrivait sous une apparence décontractée. Chacune était une sonde pour la même information. À quel point était-elle isolée? Et quelqu'un était-il en position de remarquer si elle cessait de communiquer? Elle a répondu à chacune sans répondre à aucune. Le 6e jour, il lui a dit que la chambre était nécessaire pour un client payant. Le travail de nettoyage était un arrangement temporaire, a-t-il dit, et il était désolé que cela se termine plus tôt que prévu. Il a dit tout cela sur le ton d'un homme présentant des excuses pour quelque chose qui n'était, en aucun sens, des excuses. Elle s'est retrouvée à la rue avec son sac en moins d'1 heure, car elle n'avait jamais déballé plus que le nécessaire pour chaque jour. Le propriétaire de la pension de l'autre côté de la rue avait une visite familiale. La chambre d'Elisa était donc requise. Le jeudi, c'était lundi. Aucune famille n'était visible. Elle a passé cette nuit à l'écurie. Le garçon d'écurie a accepté 2 pièces et la promesse qu'elle serait partie avant les heures d'ouverture. Elle était allongée dans le foin, le quaderno ouvert sur ses genoux. Elle analysait ce qu'elle avait et ce dont elle avait encore besoin. Ce dont elle avait encore besoin, c'était d'une instance juridique qui ne portait pas la signature de Crew. Ce dont elle avait encore besoin, c'était de 2 jours de plus. Car elle avait entendu, à juste titre, devant le magasin général que le juge Aldous Crane du 3e circuit passait par Dodge City tous les 30 jours. Et son prochain passage était samedi, le surlendemain. 2 jours. Un carnet rempli de 13 noms. La lampe qui brûlait faiblement dans le foin. Qu'auriez-vous fait avec ça? Auriez-vous pris la première diligence vers l'Est? Écrit à quelqu'un dans l'Est et attendu 3 semaines une réponse qui ne viendrait peut-être jamais? Ou seriez-vous resté dans cette écurie avec la lampe, à écrire jusqu'à avoir quelque chose qu'aucun juge ne pourrait ignorer? Restez avec moi, car la nuit qui a tout changé approchait, et elle est arrivée comme la plupart des choses nécessaires arrivent. Pas quand c'était prévu, mais quand cela ne pouvait plus attendre. Il y a des sons qui voyagent à Dodge City. Le piano du Long Branch s'entend à un demi-pâté de maison par nuit calme. Le bruit du chariot de marchandises du jeudi sur Front Street est un son que toute la ville a appris à ignorer depuis des années.
et le son de la voix de Harlan Crew à plein volume, un son qu'il utilisait rarement, précisément parce qu'il en comprenait l'effet. Ce son a traversé les murs du Kansas Cowboy Saloon un vendredi soir, et il a atteint la rue avant même que les mots à l'intérieur ne soient complètement formés. Eliza était allée chercher le shérif Reeves, qui n'était pas dans son bureau le vendredi soir, et qui, de manière fiable, n'était jamais dans son bureau le vendredi soir. Elle avait le quaderno dans la poche intérieure de son manteau. Elle n'avait pas prévu de scène. Elle avait prévu de remettre ce qu'elle avait entre les mains d'un homme avec un badge avant l'arrivée du juge Crane le lendemain matin, car elle avait analysé la logique dans l'écurie la nuit précédente et était arrivée à une conclusion claire. Crew trouverait un moyen de l'empêcher d'atteindre le juge directement, sauf si quelqu'un d'officiel détenait déjà ses preuves. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était que Crew soit dans le saloon. Il ne s'attendait pas à la voir non plus. Elle a vu les 3 secondes de recalibrage avant qu'il ne parle. 3 secondes pendant lesquelles la salle regardait déjà. Car une femme entrant dans cet établissement particulier à cette heure était un événement en soi. Et toutes les personnes présentes s'étaient déjà tournées vers elle avant que Crew n'ouvre la bouche. Ce qu'il a dit dans ses premières secondes, elle l'a reçu comme de loin. Quelque chose à propos de son contrat. Quelque chose sur les registres privés de son hôtel. Quelque chose sur les femmes, les affaires juridiques et l'ordre des choses dans une ville de la frontière. Les détails se sont dissous dans le bruit de son propre sang derrière ses oreilles. Ce qui a été enregistré, c'est l'architecture de la chose. Ce n'était pas une menace privée, c'était une déclaration publique. Il établissait sa version des faits avant qu'elle ne puisse établir la sienne, de la manière dont un homme avec des ressources peut le faire quand il arrive le premier. Et qu'il comprend que la première version racontée dans une salle pleine de témoins a des avantages structurels sur toutes les versions qui suivent. Il avait mal calculé ce qu'elle avait fait des 48 heures précédentes. Elle avait déjà ouvert la bouche quand sa main a bougé. Pas vers elle, mais vers le bras de l'homme à côté de lui. Virgil Stokes, qui était grand et peu enclin à la réflexion. Il a compris le signal correctement, s'est retourné et a frappé. Et le son de son poing contre le visage d'Eliza Voss fut le son avec lequel cette histoire a commencé. Le craquement qui a coupé la dernière note du piano et s'est écrasé contre chaque surface de la pièce, et qui a figé les 40 personnes présentes. Elle a heurté le mur. Le clou a attrapé son épaule. Le sol s'est approché d'elle et elle l'a repoussé en fixant un point précis. Pas Stokes, pas Crew, pas les tables figées pleines d'hommes qui avaient fait leur choix en n'en faisant aucun. La porte au fond de la salle, qui s'ouvrait. Cole Devereaux n'est pas entré par cette porte rapidement. Il n'est pas entré avec une main sur quoi que ce soit, ou avec la certitude théâtrale de quelqu'un qui a répété une entrée. Il est entré comme un homme qui sait déjà tout ce qui se trouve de l'autre côté, quand il est resté dehors assez longtemps pour entendre ce qui se passait à l'intérieur, et qu'il a déjà analysé toutes les réponses possibles et choisi celle qu'il a l'intention d'utiliser. Lentement, les 2 mains visibles, les gants couleur tabac sombre captant la lumière ambrée des lanternes suspendues. Exactement comme dans l'image qui a ouvert cette histoire, car cette image était réelle. Et c'est de ce moment qu'elle vient. Il s'est arrêté juste à l'entrée. Il a laissé la salle le voir. Il a laissé l'avis de recherche dans chaque mémoire présente faire son effet. Puis, dans le silence qui tentait de se reconstituer autour de la forme de ce qu'il venait de voir, il a prononcé le nom de Harlan Crew. Pas un cri, pas un ordre. La façon dont on dit un nom quand ce que l'on communique réellement est je sais exactement ce que c'est. Je sais exactement qui tu es. Je sais à quand cela remonte et jusqu'où ça va. Et nous allons tous les deux rester ici et reconnaître tout cela avant que l'un de nous ne dise un autre mot. Le visage de Crew est passé par 4 expressions en 2 secondes. Eliza, l'épaule saignant dans son manteau, les oreilles encore bourdonnantes, les a toutes vues depuis sa position contre le mur. La 5e chose qui s'est produite, c'est Eliza Voss se redressant, plongeant la main dans la poche intérieure de son manteau, sortant le quaderno et le posant ouvert sur la table où se trouvait le verre de whisky du shérif Reeves. C'est ce qu'elle cherchait. C'est ce que personne dans la salle n'avait vu venir. Le shérif a baissé les yeux dessus. La salle a regardé le shérif le regarder. Cole Devereaux n'avait pas bougé de la porte. Il n'en avait pas besoin. La salle avait déjà subi un de ces transferts de poids invisibles qui se produisent dans les espaces clos. Quand le pouvoir n'appartient soudainement plus à la personne qui est arrivée en le détenant, Crew a commencé à parler. Eliza a dit, sans élever la voix, que le carnet contenait des copies des registres de son armoire privée, que ces registres listaient 13 transferts de propriété finalisés dans un intervalle constant après la mort de chaque propriétaire, et que la 14e entrée portait le nom de Jonas Reed, avec la date de transfert encore vierge. Elle a dit que le juge Crane était attendu à Dodge City le lendemain matin, et qu'elle avait l'intention de lui présenter ces registres directement, avec d'autres documents corroborants en sa possession. Puis elle a dit au shérif Reeves, sans regarder Stokes ni Crew, qu'elle aimerait que l'agression soit enregistrée nominativement. Le shérif a regardé le quaderno. Il a regardé Crew. Il a regardé la porte où Cole Devereaux se tenait, avec l'immobilité d'un homme qui a identifié chaque sortie de la pièce et choisi de n'en utiliser aucune. Il a attrapé son crayon. L'air de la nuit à l'extérieur du saloon était froid, de la manière abrupte dont le Kansas devient froid en octobre, sans négociation offerte ni attendue. Eliza se tenait au bord du trottoir en bois, non pas parce qu'elle avait choisi cet endroit, mais parce que ses jambes avaient pris une décision à ce moment-là, et elle avait choisi de ne pas discuter avec elle. Cole est sorti 3 minutes après elle. Il était resté assez longtemps pour faire comprendre à Stokes et à 2 autres hommes près du bar que la question de savoir si quelqu'un d'autre voulait poursuivre l'affaire restait techniquement ouverte, et qu'il n'avait pas encore de préférence dans un sens ou dans l'autre. Les 3 hommes en avaient une.
Ils avaient la préférence de rester exactement où ils étaient et se tenaient à côté d'elle. Aucun d'eux n'a parlé pendant peut-être 1 minute entière. Le genre de silence qui n'est ni inconfortable ni facile. Le genre de silence qui attend que les deux personnes arrivent au même moment avant que quelque chose d'utile ne puisse être dit. Elle a parlé la première. Elle a dit « Vous connaissiez Jonas Reed ». Il a dit « Jonas Reed était mon frère, demi-frère, même père ». Elle avait déjà assemblé les grandes lignes de cela à partir des pièces disponibles. Elle attendait ce qui manquait à ces grandes lignes. Leur père possédait 160 acres au nord de la ville il y a 12 ans. Il avait contracté un prêt auprès d'un homme qui ne se disait pas encore banquier, mais qui en avait la fonction, qui accordait des crédits à des intervalles supportables les bonnes années et catastrophiques les mauvaises, qui contrôlait son propre tampon de notaire et possédait le shérif depuis avant la fin de la guerre. Le père était mort. Fièvre, disait la colonne des circonstances. La terre avait été transférée. Cole avait 26 ans. Il n'était pas resté silencieux sur ce qu'il avait compris. L'accusation d'agression, le mandat, le montant affiché sur le panneau des avis de recherche. C'était le produit direct de son silence rompu. Il avait quitté Dodge. Il n'était pas allé assez loin pour cesser de surveiller. Au fil des ans, il avait appris que Jonas, âgé de 15 ans lorsque la terre avait été prise, s'était réfugié dans un silence que Cole avait parfois pris pour de la résignation, mais qui était en fait quelque chose de plus patient et de plus délibéré que la résignation ne l'est jamais. Il avait adopté une approche entièrement différente. Jonas avait trouvé un lopin de terre hors de l'orbite de Crew. Il avait construit dessus avec soin, sans attirer l'attention. Il avait écrit, par l'intermédiaire d'un contact commun, à une femme de Saint-Louis, connue pour être douée avec les chiffres et qui cherchait une raison de partir vers l'ouest. Cole a cessé de parler. Elle a compris ce que ce silence signifiait. Jonas ne l'avait pas choisi au hasard sur une liste de correspondance. Jonas l'avait choisi délibérément pour des raisons spécifiques, avec un besoin spécifique en tête. Il savait que quelque chose pouvait mal tourner. Et il voulait que quelqu'un soit en position de le voir clairement si cela arrivait. Quelqu'un qui arriverait avec le quaderno déjà en main, et l'habitude de lire ce que les autres traitaient comme un bruit de fond. Elle a dit « Le mot, il me l'a écrit dans une lettre, le quaderno. » Il a dit que sa grand-mère l'utilisait aussi. Cole a dit « Il m'a parlé des lettres. » Elle a dit « Il savait que ça pouvait mal tourner. » Cole a dit qu'il savait que Crew ne lui laisserait pas assez de marge pour que ça se passe bien. Les bruits du saloon se sont réinstallés derrière eux. Dodge City a continué son vendredi. Les deux se tenaient dans l'obscurité, au bord de la ville. Et la respiration d'Elisa bougeait avec la régularité mesurée de quelqu'un effectuant un calcul qu'il ne veut pas interrompre. 2 jours, un juge, 13 noms et le 14e en attente. Elle n'a pas dormi cette nuit-là. Il n'y avait aucun endroit suffisamment sûr pour dormir. Et au-delà de ça, il n'y avait pas de temps qu'elle pouvait se permettre de perdre. Cole avait une chambre chez une veuve nommée Hapscomb en périphérie de la ville, pas à l'hôtel de Crew, ni dans aucun établissement opérant dans le réseau de Crew, ce qui, à Dodge City en 1873, réduisait les options sans les éliminer entièrement. Il a donné la chambre à Elisa et s'est assis dans le couloir devant la porte avec son manteau. Non pas parce qu'il l'avait expliqué comme une courtoisie, mais parce que le couloir offrait une ligne de vue sur les escaliers. Et la question de savoir si Crew agirait avant le matin n'avait pas été résolue à sa satisfaction. Elisa s'est assise au petit bureau près de la fenêtre et a travaillé. Le quaderno contenait des copies des 13 entrées. Ce qu'il ne contenait pas, sous une forme qu'un juge de circuit trouverait juridiquement convaincante, c'était l'argument structurel, la démonstration du schéma. Le genre de construction qui transforme une liste de noms en une ligne de conduite répétée et démontrable. Une liste de noms est une liste de noms. Un schéma démontré avec une méthodologie cohérente, des dates corroborantes et une régularité statistique est quelque chose qu'un tribunal peut examiner et sur lequel il peut agir. Elle connaissait la différence. Elle avait passé 6 ans à construire des documents qui devaient résister à la contestation d'hommes avec des avocats et la patience de les déployer. Elle avait appris que l'argument le plus durable n'est pas le plus bruyant. C'est celui qu'un lecteur hostile ne peut pas contourner. On ne dit pas à un lecteur hostile quoi conclure. On construit les chiffres de sorte que la seule sortie disponible les mène là où on a besoin qu'ils aillent. Elle a écrit pendant 4 heures. Des entrées structurées, pas de la prose narrative. Nom, date du prêt, valeur de la propriété, montant du prêt, date du décès, intervalle entre le prêt et le décès, date du transfert, intervalle entre le décès et le transfert. Elle a calculé les intervalles pour les 13 entrées. 11 ans de données. Le temps moyen entre l'octroi du prêt et le décès de l'emprunteur était de 4 mois et 12 jours. La variance entre ces 13 cas était faible, notamment spécifiquement faible. Le genre de faible variance qui, en comptabilité, indique soit une coïncidence extraordinaire, soit un processus contrôlé, et que l'arithmétique elle-même ne juge pas, mais qu'un lecteur compétent est tout à fait équipé pour évaluer. Elle a noté cette observation. Non pas comme une accusation, mais comme une notation mathématique. Puis elle est passée à la deuxième partie. Jonas Reed avait rassemblé son propre dossier pendant 3 ans d'écoute patiente et de silence encore plus patient. Il avait reconstitué 11 des 13 noms à partir des registres publics, de la mémoire de la communauté et de la connaissance institutionnelle particulière que les petites villes développent sur leurs propres pertes sans jamais les reconnaître formellement. Il avait écrit ce dossier d'une main bien moins organisée que celle d'Elisa, mais complet dans tout ce qui était essentiel. Et il l'avait cousu, avec 2 autres documents, dans la doublure d'un sac de voyage qu'il avait envoyé à l'avance au dépôt de la diligence.
adressé à Elisa Voss de Saint-Louis, à conserver pour la destinataire à son arrivée. L'agent du dépôt avait supposé que c'était son bagage. Il le lui avait remis quand elle est descendue de la diligence, avec son propre sac, sans commentaire. Elle avait porté les 2 sacs de l'autre côté de la rue jusqu'à la pension sans encore savoir ce qui était cousu dans la doublure du second. Elle l'avait trouvé la 2e nuit, quand la couture à la base a accroché son ongle alors qu'elle soulevait le sac du sol. À l'intérieur de la doublure se trouvaient 3 choses. La première était une copie de l'acte de propriété original appartenant au père de Cole et Jonas, déposé en 1859 avec toutes les notations intactes. La deuxième était le propre récit écrit de Jonas Reed sur ce qu'il croyait être arrivé aux 13 hommes et femmes dont il avait passé 3 ans à reconstituer les noms. Pas une accusation, mais un dossier. Le genre qu'un homme prudent fait quand il comprend qu'il est peut-être le seul à le tenir. La troisième était une lettre. Elle était adressée à Elisa Voss par son nom. Elle disait « Si vous lisez ceci ici, quelque chose a mal tourné. Tout ce que je sais est cousu avec cette lettre. Je vous ai choisi parce que Jonas m'a dit que vous comptez les choses que les autres ignorent. J'espère que j'ai bien choisi. » Elle n'était pas signée par Jonas. Elle était signée d'un nom qu'elle n'avait pas connu jusqu'à ce que Cole le lui dise devant le saloon. Leur père. Un homme que la colonne des circonstances enregistrait comme étant mort de fièvre en 1861. Un homme qui n'était pas mort de fièvre en 1861. Un homme qui était mort en mars dernier dans une pension à Abilene. D'un cœur qui avait porté 12 ans de Dodge City jusqu'à ce qu'il ne puisse plus les porter. Qui avait vécu assez longtemps pour apprendre ce que Jonas construisait. Qui n'avait pas vécu assez longtemps pour le voir aboutir. Elle a tenu la lettre un moment. Assez longtemps pour que ce qui devait se tasser se tasse. Puis elle l'a placé avec le reste des documents et a continué à écrire. À 6 heures du matin, elle avait 41 pages. Analyse des schémas dans la première section. Documents originaux corroborant dans la deuxième. Le dossier de Jonas dans la troisième. Et une dernière page listant 3 résidents de Dodge City que Jonas avait identifiés comme ayant été témoins d'au moins un des 13 transferts de propriété. Et qui pourraient, s'ils étaient approchés par quelqu'un détenant une autorité judiciaire plutôt qu'un manteau avec un accroc à l'épaule, être persuadés de parler officiellement. Elle a plié les 41 pages dans le quaderno. Elle s'est lavé le visage à la bassine. Elle est allée attendre la diligence du juge Crane. C'est pendant les 90 minutes où le juge Aldous Crane a examiné ses documents dans l'arrière-salle du bureau foncier du comté. Pas celui de Crew, celui du comté. Une distinction qu'elle avait établie avec le registraire du comté, un homme nommé Featherston, qui avait sa propre histoire discrète avec Harlan Crew et qui n'était pas réticent à fournir une pièce privée à la dernière minute. Cole lui a raconté la dernière pièce. Il lui a raconté parce qu'elle a demandé. Elle a demandé parce que les notes de Jonas contenaient une référence à une revendication de terre de 1831, 40 ans plus tôt, dans un comté qui n'existait plus sous ce nom. Et elle avait besoin du contexte pour comprendre où cela s'insérait dans l'architecture de tout le reste. Harlan Crew avait 12 ans au printemps de 1831. Sa famille possédait des terres dans un comté au sud de ce qui est maintenant Dodge City. Des terres que son père avait bâties pendant 20 ans du genre de travail que la frontière exigeait sans s'excuser de l'exiger. Un spéculateur foncier de l'Est avait identifié une erreur technique dans le dépôt territorial original. Le genre d'erreur qui était endémique aux revendications de terres de la frontière de cette époque, et qui était régulièrement mise de côté parce que le but de la loi territoriale était de coloniser la terre, pas de déstabiliser ceux qui l'avaient déjà colonisée. Le spéculateur ne l'avait pas mise de côté. Il avait trouvé un juge disposé à l'appliquer. Et la famille Crew avait perdu ses terres dans une procédure qui a duré 4 jours. Et dans laquelle ils n'ont eu aucune occasion significative de répondre. Crew avait 12 ans. Il était resté là et avait regardé son père être traité par un mécanisme construit à partir de papier, de tampons de notaire et de la coopération d'un homme en position d'autorité. Il avait passé les 40 années suivantes à construire le même mécanisme. Il l'avait dirigé contre tous les autres à sa portée. Elle a réfléchi à cela, non pas comme une voie vers l'exonération. Rien devant le juge, Crane ne l'obligeait à se forger une opinion sur ce que Crew méritait dans un sens plus large. Mais elle y a réfléchi parce que c'était vrai. Et elle avait la longue habitude de réfléchir aux choses vraies même quand elles étaient gênantes. Parce que l'arithmétique d'une situation ne change pas selon que vous trouvez confortable de la regarder directement. Puis elle a ramassé le quaderno et est retournée dans la pièce où Crane attendait. Crane a lu sans expression. Quand il a fini, il est revenu en arrière et a lu 3 pages spécifiques une deuxième fois. Puis il a posé le document sur la table entre eux et a posé une question. Le registre original, celui dans l'armoire de Crew, était-il toujours en place ou Crew avait-il eu l'occasion de le déplacer? Elle a dit que cela dépendait si Reeves lui avait raconté ce qui s'était passé la nuit précédente. S'il l'avait fait, le registre pourrait avoir disparu. Si Reeves avait eu assez peur pour se taire, il était probablement toujours là. Crane a dit « Et vous avez calculé les intervalles ?» Elle a dit « J'ai calculé les intervalles. » Il est resté silencieux un moment. Puis il a dit quelque chose qui n'était pas directement pertinent à l'affaire juridique devant lui. Il a dit qu'en 31 ans de circuit à travers 6 territoires, il avait rencontré 3 situations précédentes où un homme avait construit un mécanisme pour prendre des terres à des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient traités par un. Il a dit que dans les 3 cas précédents, quelqu'un avait gardé des registres, avait préservé quelque chose. Mais que dans les 3 cas, cette personne avait été un homme lié à quelqu'un détenant déjà un pouvoir institutionnel. Il a dit qu'il regardait le 4e cas. Elle a dit qu'elle regardait les intervalles. Il a fait un son qui comprenait ce qu'était un rire sans s'engager pleinement à en être un.
L'adjoint du comté a atteint le bureau de Crew avant qu'un avertissement ne puisse circuler. Le registre original était dans l'armoire derrière le registre de l'hôtel avec la serrure qui s'ouvrait en 6 secondes. Il n'avait pas été déplacé parce que Crew ne s'attendait pas à une femme qui tenait ses propres comptes, ne s'attendait pas à ce que ses comptes soient déjà entre les mains d'un juge de circuit avant le petit déjeuner, et ne s'attendait pas à la combinaison spécifique de quelqu'un qui comptait les choses que les autres ignoraient, et d'un homme qui attendait depuis 12 ans la bonne nuit pour cesser d'attendre. Les 3 témoins que Jonas avait identifiés se sont présentés devant Crane dans les 2 heures suivant la demande. L'ancien agent foncier, la femme du bureau du télégraphe, l'expert à la retraite qui avait évalué 3 des 13 propriétés au moment de leur transfert. Lorsque le poids du pouvoir dans une ville change, les gens qui attendaient qu'il change bougent plus vite que la plupart des observateurs ne s'y attendent. Crew avait des avocats. Ils sont arrivés et ont argumenté. Crane a écouté chaque objection avec l'attention posée d'un homme qui a entendu la plupart des objections possibles et s'est forgé des opinions arrêtées sur celles qui contiennent une substance réelle. Il les a toutes les 3 rejetées. Il a noté l'argument de juridiction pour les procédures formelles à Wichita, où il serait traité devant un tribunal complet avec le dossier complet. En milieu d'après-midi, Harlan Crew était sous la garde de l'adjoint du comté. Ses comptes étaient gelés. Une liste des propriétaires affectés et des familles survivantes était en cours d'assemblage directement à partir du registre qui se trouvait dans l'armoire derrière le registre de l'hôtel dans l'arrière-boutique avec la serrure qui s'ouvrait en 6 secondes. Crane a signé un 2e ordre reconnaissant le contrat de correspondance d'Eliza Voss avec Jonas Reed comme un instrument juridique antérieur valide, précédant l'acte de prêt que Crew avait présenté au dépôt de la diligence l'après-midi de son arrivée. La propriété de Jonas Reed devait être administrée par Eliza Voss en tant qu'équivalent de plus proche parent reconnu selon les termes du contrat original. Elle a lu l'ordre 2 fois. Elle n'a pas hoché la tête. Elle n'en avait pas besoin. Le shérif Reeves est apparu au bureau foncier au milieu de l'après-midi et a déposé le rapport d'agression de la soirée précédente, nommant Virgil Stokes sans qu'on le lui demande. Les gens s'adaptent. La direction d'un courant change et ceux qui attendent de voir de quel côté il va font leurs ajustements rapidement et sans attirer l'attention sur le temps qu'ils ont attendu pour les faire. Cole avait passé la majeure partie de l'après-midi en marge des choses, visible quand c'était nécessaire, absent de tout processus qui appartenait à quelqu'un d'autre. Eliza l'avait vu 2 fois par la fenêtre. Les 2 fois, les gants de cuir tabac étaient sur ses mains, tranquillement à ses côtés. La 3e fois qu'elle a regardé, il était en bref échange avec Crane sur les marches du bureau foncier. Elle a découvert plus tard ce qui avait été dit. Crane lui avait demandé directement si le mandat, provenant de la notarisation de Crew, émis par un juge de paix dont la propre nomination portait la même provenance, était une affaire que Cole souhaitait voir réexaminée à la lumière des événements de la journée. Cole avait dit qu'il n'y avait pas beaucoup réfléchi. Crane a dit qu'il prendrait cela comme un consentement à procéder. Le soleil était loin sur la ligne ouest et continuait de descendre quand elle l'a trouvé au bout de Front Street, là où la route cessait d'être une rue et devenait la plaine sans annonce ni transition. Il se tenait à côté du cheval gris avec la marque blanche en forme de pouce sur le nez. Il ne tenait pas les rênes. Le cheval ayant appris il y a longtemps qu'il n'avait pas besoin d'être surveillé. Il regardait vers l'ouest. Au Kansas, à cette heure-là, si vous êtes quelque part où vous pouvez voir aussi loin, c'est ce que vous faites. Elle est venue se tenir à côté de lui. Pas à côté de lui comme des compagnons se tiennent quand ils sont à l'aise. À côté de lui comme 2 personnes qui ont traversé la même tempête et en sont sorties ensemble de l'autre côté, ce qui porte sa propre sorte de posture qui n'a pas de nom commun. Elle a dit « Vous ne les enlevez jamais ». Il a baissé les yeux sur ses mains, les gants couleur tabac sombre. Il a dit « Pas en public ». Elle a attendu. Il a retiré celui de gauche d'abord, puis celui de droite. Il a tenu les 2 dans une main et a regardé l'autre. Les paumes étaient marquées du motif spécifique de quelqu'un qui avait tenu quelque chose de brûlant au-delà du point où le jugement ordinaire aurait lâché prise. Du tissu cicatriciel, plus pâle que la peau environnante. La forme permanente d'une décision prise sous pression et vécue dans chaque mouvement ordinaire depuis. Elle n'a pas demandé. Elle avait les pièces. Il a dit « Quand ils ont pris la terre, la grange a brûlé. J'ai essayé. » Elle a dit « Avez-vous sauvé quelque chose? » Il a dit « Le cheval. » Elle a regardé le gris avec la marque blanche. Pas le cheval de 1861. Ce cheval était parti depuis 12 ans, mais elle a compris ce qu'il lui disait, et elle n'a pas corrigé le lien parce que le lien n'était pas vague. C'était la chose la plus précise qu'il ait dite de toute la semaine. Elle a dit « Je suis venue ici pour épouser un homme que je n'avais jamais rencontré. J'ai lu ses lettres 4 fois à chaque fois qu'elles arrivaient, et je croyais savoir quelque chose de réel sur lui. J'en savais assez. Il m'a laissé quelque chose à trouver, et cela me dit que je savais les bonnes choses sur lui. » Elle a dit « Je ne sais pas encore si je reste. Je sais ce que les papiers disent que j'ai le droit d'avoir. C'est une question différente de ce que je veux en faire. » Il a dit « Ce sont des questions assez différentes. » Elle a dit « Oui, en effet. » Le vent est venu de la plaine comme il vient en octobre au Kansas. Bas, continue, déplaçant l'herbe sèche dans des directions où elle n'était pas et la déposant quelque part où elle n'a pas commencé. Sans explication et sans excuse. Elle a dit « Je ne vous demande pas d'être quelque chose que vous n'êtes pas. » Il a dit « Je ne sais pas ce que je serais si je restais quelque part assez longtemps pour le découvrir. » Elle a dit « Cela ressemble à quelque chose qu'une personne pourrait examiner. » Il n'a rien dit pendant un moment. Elle a dit « Jonas, c'est la raison pour laquelle vous êtes venu ici. » Il a dit « Oui. » Elle a dit « Et vous êtes toujours là. » Il n'a pas répondu à cela. Il tenait les gants dans sa main droite et regardait la plaine.
Et après un moment, elle a dit qu'elle devait se rendre à la propriété de Reed avant que la lumière ne disparaisse complètement, parce qu'elle ne l'avait pas encore vu et qu'il restait encore assez de jours. Et elle a emprunté un cheval à l'écurie. Elle a dit, « Si vous voulez venir, j'aurai besoin de quelqu'un qui connaît le terrain. » Elle n'a rien ajouté à cela. Elle est retournée vers l'écurie. Elle a entendu le cheval gris derrière elle après environ une demi-minute. Il n'y avait aucune déclaration là-dedans. Il n'y en avait pas besoin. Certains chiffres, quand on met les bons les uns à côté des autres, se ferment tout simplement. 6 mois, c'est assez de temps au Kansas pour que la Terre annonce ce qu'elle a l'intention de faire. La propriété de Reed au nord de la ville avait une clôture solide du côté est et avait besoin de travaux à l'ouest. Et les dépendances nécessitaient une attention soutenue pendant l'hiver avant d'être fiables. Le sol qu'Elisa a testé à 3 endroits la 3e semaine de novembre, en y enfonçant un pouce, en lisant ce qui remontait, était le bon type de sol du Kansas pour le bon type d'intention. Le genre qui voulait quelque chose de planté en lui et qui rendrait la plantation avec la patience de quelque chose qui attendait les bons termes depuis longtemps. Les procédures formelles contre Harlan Crew étaient prévues pour le printemps suivant à Wichita, devant un tribunal avec pleine juridiction et le dossier complet. Crane avait soumis les 41 pages avec ses propres annotations comme fondement probatoire principal. 3 des 13 transferts inversés avaient déjà été finalisés. Les 10 restants avançaient au rythme des tribunaux du territoire, ce qui n'était pas rapide, mais qui avançait dans la bonne direction. Et Elisa avait appris à travailler avec la bonne direction. Crane avait annulé le mandat de Cole Devereaux dans le même ordre que celui émis contre Crew. 2 lignes. La plainte originale, a-t-il écrit, avait été déposée par un notaire dont l'autorité dérivait du bureau de l'accusé, ce qui rendait l'instrument nul dès son origine. L'avis de recherche devant le bureau du shérif a été retiré un matin. Qui l'a retiré? Personne ne l'a dit, et personne n'a jugé nécessaire de l'établir. Les gants couleur tabac sombre étaient pliés sur la table de la cuisine de la propriété Reed le matin où Elisa a écrit sa première lettre à Saint-Louis. Au vieux Marchemont, l'informant que la capacité comptable dont il s'était attribué le mérite pendant 6 ans avait trouvé un but qu'il n'avait pas anticipé et n'aurait pas pu arranger. Elle a écrit sans rancœur et sans fioriture, dans le registre clair et déclaratif d'une femme qui est arrivée à une position et a l'intention de la tenir. Dehors, à intervalles réguliers, le son d'un marteau sur un poteau de clôture venait de la direction du côté ouest. Elle ne lui avait pas demandé de rester. Elle avait noté, avec la précision qui avait toujours été sa nature, qu'il l'avait fait. Le quaderno était posé au bord du bureau, ses pages presque pleines. Elle en aurait bientôt besoin d'un nouveau. Elle avait déjà écrit le premier en tête de colonne dans son esprit, clair comme de l'encre sur du papier sec. Cet endroit. Cette année. Ce que nous construisons. Elle a pris sa plume et a continué. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette histoire, laissez un commentaire avant de partir. Les histoires comme celle d'Elisa ne figurent pas dans les livres d'histoire, parce que les livres d'histoire ont été écrits par les hommes avec les tampons de notaire. Si cette histoire vous a touché, votre commentaire compte plus que vous ne le pensez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. On se retrouve dans la prochaine vidéo.